nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. La mutualisation de la formation comme solution au chômage, les instances ouest-africaines se penchent sur la problématique à Grand Popo. Le téléphone portable, l'ordinateur ou tout autre équipement hors d'usage, comment sont gérés ces déchets électroniques au Bénin? Rachida Biomama nous le dira dans cette édition. Et puis le soja, une légumineuse nutritive pour l'alimentation. Les acteurs impliqués dans la production de cette spéculation réfléchissent à sa promotion. Ils se sont retrouvés en Assemblée générale à Boycon. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on parle coopération Sud-Sud. Le Bénin abrite dès demain, mardi 21 février, les assises de la coopération Sud-Sud. Les pays participants vont échanger sur les enjeux du développement durable. En prélude à cette rencontre, le ministre du Développement, le coordonnateur du PNUD et le ministre des Affaires étrangères sont revenus sur les objectifs de ces assises. On les suit. Cette coopération est très importante pour nous. C'est un échange sur les politiques, les stratégies, les expériences et surtout les bonnes pratiques entre pays du Sud, c'est-à-dire des pays en voie de développement, entre pays africains, et pays asiatiques, entre pays africains et pays d'Amérique latine. Voilà exactement ce que c'est. Et pour nous, c'est très important. En particulier avec nos autres frères africains, de voir qu'est-ce qui a marché dans certains pays dont nous pouvons nous inspirer. La coopération Sud-Sud constitue une véritable opportunité pour la réalisation des ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, car elle permet de développer des solutions collectives adaptées aux défis de développement commun. Au PNUD, notre mission dans le domaine de la coopération Sud-Sud est fondée sur l'assistance aux pays partenaires en vue d'optimiser les échanges, d'une part, mais également aussi d'aider les pays à pouvoir s'inspirer d'expériences réussies dans d'autres pays et de pouvoir adapter donc ces expériences dans le processus de développement axé sur les priorités nationales. Il y a beaucoup de solutions que la coopération Sud-Sud permet de trouver et que nous ne trouvons pas dans un schéma classique. Nous parlons dans notre PAG d'une diplomatie qui va trouver des débouchés à nos producteurs, à nos hommes d'affaires et qui ouvrira notre marché. Il est clair qu'en allant vers le Sud, nous réduisons les distances. Il est clair que nous avons des technologies qui sont appropriées, adaptées à nos réalités. Il est aussi clair que nous pouvons vendre plus en allant vers des personnes qui consomment des choses qui poussent dans notre environnement. Eh bien, à la veille de l'ouverture des assises de la coopération Sud-Sud, le directeur du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, chargé de l'organisation, revient ici sur le programme de la rencontre, suivant un extrait du propos du directeur du CEPED. Les travaux vont durer 3 jours. Donc nous allons commencer les travaux le 21 et ils prendront fin le 23. Il y a une quarantaine de pays qui sont invités. Au cours de cette rencontre, nous allons essayer de définir ensemble avec les autres pays du Sud les mécanismes, les stratégies qu'il faut pour accélérer l'atteinte des ODD en se basant sur cette coopération Sud-Sud. Et à l'issue de cette rencontre, je peux vous dire qu'on aura 3 choses. La première, c'est que nous aurons une feuille de route qui va nous permettre de mettre en place un programme fédérateur qui va impliquer la plupart de ces pays du Sud. Et deuxièmement, comment faire pour élaborer ce programme, quels sont les acteurs qui seront impliqués et avec des deadlines précis. Les partenaires aussi vont s'approprier de ce concept de coopération Sud-Sud et vont nous accompagner vraiment à l'opérationnaliser parce que ceci va nous permettre d'avoir vraiment des résultats vraiment probables.
Un peu d'histoire dans cette édition. Il était l'un des acteurs clés de la conférence nationale de février 1990. Albert Tévoigré, alias Frère Melchior, rencontré au détour des préparatifs d'une rencontre internationale sur l'initiative La paix par un autre chemin qui a eu lieu en mai prochain au Canada. Albert Tévoigré nous rappelle le contexte dans lequel est intervenue cette conférence. On le suit. Nous avons mis fin à une situation qui prévalait et qui aujourd'hui est déjà du passé. Il s'agit que tout pouvoir livré à lui-même devient fou. L'autorité, c'est prendre les autres en charge pour les faire grandir. Nous avons lancé une démocratie qui fait école. Je suis sûr que nous sommes heureux de cela et que nous ferons tout pour conserver ce privilège, ce bien. Le plus important, c'est que le vivre ensemble que nous avons promu à partir de la conférence nationale se poursuive. Ce vivre ensemble, c'est faire en sorte qu'il n'y a qu'un choix. C'est le choix de la paix par l'éradication de la pauvreté. C'est pourquoi je parle toujours du minimum social commun, de la nécessité pour nous de faire en sorte que notre population ne soit pas une population reléguée, ne soit dans les brousses qui souffrent. Les villes, c'est excellent. Les belles rues, c'est excellent. Mais il ne faut pas que les femmes grognent dans les cavernes. Il faut absolument que tout le monde trouve le chemin pour la prospérité. Ce chemin passe par les droits de l'homme, par les droits de la femme, par les droits des enfants, par surtout le travail en commun, l'agir ensemble, le minimum social commun. Je suis sûr que nous ferons tout pour préserver cet acquis et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que ce peuple qui a réussi à faire en sorte que les années difficiles soient derrière elle, fera en sorte que ces années ne reviennent plus jamais. Autre actualité dans cette édition, les instances ouest-africaines conjuguent leurs efforts pour lutter contre le chômage des jeunes. Un atelier sous-régional est organisé à cet effet à Grand Popo par la direction de l'enseignement technique et professionnel du ministère de l'enseignement secondaire. Bruno Rotepo et Jérôme Humbo nous en parlent. On va probablement avoir d'ici 2030 22 millions de Béninoises et de Béninois. Ça veut dire qu'en 15 ans, la population béninoise va plus que doubler. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes qui arrivent ? Voilà le défi auquel font face le Bénin et les pays membres de l'UEMOA, la question de l'emploi et du chômage des jeunes. Cette rencontre de Grand Popo aura à évaluer les conclusions et recommandations de l'atelier de Lomé tenu en février 2016. L'objectif visé en organisant cet atelier est de poursuivre la mise en place de la plateforme de mutualisation qui servira à collecter, traiter et mettre à la disposition des pays membres les ressources disponibles dans certains pays. Selon le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi de l'UEMOA, le chemin pour une mutualisation réussie, c'est l'opérationnalisation. Nous allons donc décliner toutes les réflexions en activités, en stratégie pour pouvoir nous mettre ensemble et trouver un produit fini, je l'espère, pour ce cadre de concertation, pour cet espace communautaire, mais surtout pour la formation technique et professionnelle. La coopération suisse et les partenaires techniques et financiers accompagnent cette recherche de voies et moyens pour juguler le problème du sous-emploi et du chômage des jeunes. Au nom des PTF, on peut réaffirmer ici que nous trouvons également que ce sont des très bons jalons et nous restons fermement derrière cette idée, ce processus qui représente l'avenir de pouvoir travailler ensemble sur ces métiers au sein de l'espace UEMOA. Et les PTF restent convaincus que cette approche est très pertinente et le gouvernement suisse également. Ces travaux de 72 heures devront aboutir à la réalisation d'un document cadre, une boussole pour les pays membres de l'UEMOA en matière de politique de formation. Et demain, mardi 21 février, c'est la commémoration de la 18e édition de la Journée internationale des langues maternelles. Le Bénin ne restera pas en marge de l'événement. Le ministre par intérim de l'enseignement secondaire a délivré un message à la nation. Voici un extrait des propos au micro de Rebecca Kenjaoundé et Bénédicte Posso. L'UNESCO, après l'heureuse initiative de proclamer le 21 février Journée internationale de la langue maternelle. Le thème choisi par l'UNESCO cette année est intitulé « Vers des avenirs durables grâce à l'éducation multilingue ». L'AS numéro 5 du programme d'action du gouvernement 2016-2021
accorde une place de choix aux langues nationales dans la perspective d'une éducation inclusive en vue d'un réel décollage économique du Bénin. Pour y parvenir, un accent particulier est mis sur l'arrimage entre le capital linguistique du Bénin et les offres éducatives, notamment celles en faveur des jeunes, des adultes, ainsi que le développement des alternatives éducatives. De même, il est question de faire des langues maternelles un levier stratégique pour l'axe numéro 6 du programme d'action du gouvernement intitulé « Renforcement des services sociaux de base et protection sociale ». Il en est de même pour l'enracinement d'une gouvernance inclusive, notamment au niveau local. Le département ministériel dont j'ai la charge a prévu pour le compte de l'année 2017 de réaliser un diagnostic sur l'état des lieux du processus d'introduction des langues nationales dans le système éducatif formel, de donner jour aux documents de politique linguistique, de doter certaines couches socio-professionnelles d'un lexique spécialisé bilingue pour accroître leurs chances de participation à la relance économique et à l'épanouissement social des citoyens. Enfin, de dynamiser le cadre partenarial avec les acteurs intervenant dans le domaine des langues nationales. C'est le moment de remercier les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts aux côtés du gouvernement et de rendre hommage aux compatriotes qui font des langues nationales une préoccupation de vie et de carrière professionnelle. On ne change pas de registre, on parle toujours éducation et pour éviter à leurs enfants de traverser tous les matins la route inter-État Misterité-Dangbo avec les risques d'accident des habitants de Dodo Togo, Misterité Centre ont décidé de créer une école primaire publique. Le site a été identifié et un module de classe y a été érigé. Malheureusement, le site choisi appartiendrait à un privé et selon les autorités de la commune qui somment les occupants de déguerpir. Guillaume Avienou, Patrick Imavo, vous nous dites que l'affaire fait grand bruit à Promisérité. Une salle de cours d'une école en cours de création à Dotogodo à Promisérité. Le bâtiment implanté sur ce périmètre non encore bâti accueille des écoliers du milieu pour le cours d'initiation. À l'origine de la création de l'établissement, ces personnes se réclamant de l'association de Dotogodo. Dans notre village central, là, on n'a qu'une école de base. Avant de partir là-bas, le goudron qui mène de Porto-Novo à Dangbo, les enfants ont vraiment des difficultés majeures pour traverser ce voile. C'est ce qui nous avait amené à commencer par réclamer la chose. Le maire de la commune d'Accra-Mistrité, qui aurait préalablement autorisé l'érection du bâtiment, serait revenu sur sa décision au grand désespoir des manifestants. Ce qu'il avait dit le jour-là, c'est enregistré. Et il nous avait dit que ce que nous sommes en train de réclamer là, c'est une bonne chose. Et maintenant là, même si on n'arrive pas à trouver de parcelles ici, la mairie va nous acheter ça. Et finalement, on a commencé ça comme ça. Depuis ce jour-là, il nous avait demandé de former une comité de 9 personnes. De son côté, le maire estime ne pas avoir connaissance de l'existence d'une association de jeunes de Dotogodo à qui il aurait donné son accord pour la construction d'une école sur le site querellé. Je leur ai dit que rien n'est prévu sur le plan voirie, alors que les recasements sont déjà avancés dans ce quartier. Ces jeunes, par des manifestations violentes dans le temps, nous ont obligés à nous déplacer sur les lieux. Je mets un comité sur pied pour nous chercher de domaines. Donc on en était là, quand je suis revenu du voyage, on me dit qu'ils ont déjà trouvé de domaines et ça y est, un appartement a été construit et qu'il y avait déjà quelqu'un qui est recruté comme personnel dans l'école. Moi, je leur ai demandé, mais où est-ce que vous avez trouvé l'emplacement? Et je crois que je n'ai pas eu la réponse jusqu'au moment où on m'a convoqué au tribunal pour avoir exproprié illégalement de domaine. Au passage,
Michel Baou rappelle les conditions pour la création d'une école publique selon les tests sur la décentralisation. Ils ont créé une école privée sur un domaine privé. Ce n'est pas un domaine public. Un domaine public, c'est l'État qui affecte ça au ministère en charge de l'éducation primaire et maternelle avant qu'on ait créé une école. Tout porte à croire qu'un dialogue de sources est désormais installé entre le maire et ses habitants de Dotogodo dans Accra Misrete Centre. L'autorité menace de recourir à la force. Les protestataires, eux, demandent l'arbitrage des acteurs de l'école au plus haut niveau. Parlons environnement présent. La bonne gestion des déchets biomédicaux semble ne pas être une priorité pour les formations sanitaires. C'est du moins le constat fait, un danger pour les différents usagers des hôpitaux, y compris les agents de santé. À travers un premier magazine, nous vous proposons à comprendre davantage ce qu'on entend par déchets biomédicaux. Regardez. Elles naissent comme des champignons, sans aucune autorisation pour certaines. On les retrouve dans tous les coins de rue. Plus grave, ces formations sanitaires ne disposent d'aucun système de traitement des déchets qu'elles produisent. L'exiguïté dans laquelle se retrouvent les formations sanitaires privées aujourd'hui ne permet pas d'installer un incinérateur. Vous allez voir sur des immeubles, des formations sanitaires. Et ils ont loué quelque part. Ils ne peuvent pas installer un incinérateur pour pouvoir incinérer combien leurs déchets biomédicaux. Il existe pourtant un décret portant gestion des déchets biomédicaux, mais rien n'est respecté en la matière pour la plupart des centres de santé. Un comportement qui expose non seulement les agents de santé, les usagers et aussi les populations vivant aux alentours. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les modes de traitement, c'est ou bien le brûlage à l'air libre. Vous allez voir des formations, c'est derrière le truc là, on met un petit trou, on met le feu. Ça, ce n'est pas une incinération. Et ça peut créer d'autres problèmes. Ensuite, maintenant, il y en a qui font l'enfouissement. On fait le trou et on enfuit les déchets biomédicaux. Donc, lorsque ces déchets sont enfuis, vous voyez ce que ça peut occasionner. La nappe phréatique, le sol contaminé par ces déchets, etc. Mais il y en a aussi qui, tout simplement, puisque nous avons à peu près à Cotonou, comme dans certaines villes, un système de collecte de déchets solides ménagers, ils font un abonnement, on mélange avec les déchets solides ménagers, et ce sont les charretiers, pauvres charretiers, qui ramassent tout ça, et qui traînent ça et qui déposent où, et avec tout ce que les risques pour l'environnement et pour la santé. Comme on peut le constater, la gestion des déchets biomédicaux solides constitue encore un véritable casse-tête pour les déchets liquides. C'est le comble de la désolation. Ah là, c'est la catastrophe. Ça, je vous l'avoue, parce que en réalité, d'abord, les déchets liquides en général, il n'y a pas de système adéquat de traitement de ces déchets. Au niveau des formations sanitaires, vous savez, le principal déchet liquide, c'est le sang. Surtout dans les services de chirurgie et aussi de maternité. Et la plupart se retrouvent dans nos fosses. On les envoie tout simplement dans la fosse. C'est vrai, des fois, ils mettent de l'eau de javel, etc., un traitement sommaire, mais il n'y a pas un autre système que, en réalité, ces déchets sont évacués comme cela, avec les risques que cela comporte. À l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, nous avons essayé de comprendre le traitement fait aux déchets liquides. Les déchets liquides, là, ça, là, je n'ai pas maîtrisé ça. Les déchets liquides, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Comment vous faites? On met tout ensemble, c'est ça qui fait qu'on utilise beaucoup de pétrole. Un traitement sommaire, mais à la maternité de cet hôpital, des dispositions semblent prises pour un minimum de sécurité sanitaire. Lorsque nous faisons les accouchements de l'autre côté, nous plaçons les bassins. Et c'est dans ces bassins que nous recueillons les liquides. Donc, lorsque nous les recueillons, après l'accouchement, nous les vidons ici. C'est le vidoir, ça. Un vidoir, un autre élément pour recueillir les déchets liquides, mais très peu de centres en disposent. La gestion des ordures ménagères n'est pas encore chose aisée. Celle des déchets biomédicaux est une calamité, une plaie ouverte dans nos formations sanitaires.
Eh bien, autre déchet à bien gérer au Bénin, les déchets électroniques, le téléphone portable, l'ordinateur, le réfrigérateur ou tout autre équipement électronique ou électrique sont aujourd'hui de véritables compagnons de vie. Ils permettent à l'homme de jouer, d'apprendre et d'intégrer avec son milieu. Mais lorsqu'ils sont hors d'usage, ils constituent des déchets dont la gestion au Bénin est peu efficace. Enquête sur ce secteur des déchets et d'équipements électroniques ou électriques pris d'assaut par l'informel et non encore maîtrisé par l'État béninois. Rachidat Biomama. Bien peu d'entre nous peuvent se vanter de ne pas en posséder, mais alors, où est le problème? Quand c'est en vie, c'est utile. Mais à la fin de sa vie, ça devient un déchet électronique ou électrique. On rencontre plusieurs sortes de déchets d'équipements électroniques ou électriques, des 3E en abrégé. Les électroménagers, donc qui sont les gros, et après vous avez les moyens, donc les postes téléviseurs, les ordinateurs, et après vous avez les tondeuses, vous avez les piles aussi, les accumulateurs qui s'ajoutent. Le Bénin est-il un État créateur de déchets? En 2010, on était à 7000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques qui entrent donc annuellement sur notre territoire. Et suivant cette extrapolation, donc l'extrapolation de cette étude et avec la taille de la population aujourd'hui, nous sommes autour de 10 000. Ici, rien ne se perd. Ces déchets électriques et électroniques contiennent des onces d'or que nous devons pouvoir prélever. Paradoxalement, ils peuvent se révéler très dangereux. Ces composants sont faits avec des substances très dangereuses pour l'organisme humain. On peut citer notamment le plomb, le cadmium, le mercure, le nickel, le cuivre. L'exposition se fait par la voie cutanée, l'inhalation ou l'injection, et ces dommages sur l'organisme sont énormes. En termes de pathologie, on a essentiellement les maladies de la peau, donc tout ce qui est dermatite, tout ce qui est eczéma. On a les affections respiratoires, c'est des rhinites, c'est l'asthme. Et troisième élément, qui est, me semble-t-il, le plus grave, c'est que ce sont des substances qui sont incriminées dans l'apparition des cancers. L'impact sur l'environnement est également non négligeable. Une fois jetés dans la nature, en contact avec l'air et l'eau, ces objets électriques et électroniques se dégradent. Et en se dégradant, ils libèrent dans la nature des éléments toxiques et dangereux. Et surtout le mercure, et la difficulté avec le mercure, c'est que le mercure se retrouve dans tous les compartiments de l'environnement et en même temps à l'état liquide, solide, gazeux. Donc on peut retrouver dans l'eau, on peut retrouver dans le sol, donc, et puis lors des cultures. Dès lors se pose la question de la gestion rationnelle de ces déchets. Elle suit un circuit qui intègre la collecte, le stockage, le tri, le traitement, puis enfin le recyclage. Toute une filière non encore réglementée. La part du marché de chaque producteur connu. Et à partir de cette part de marché, nous allons demander donc à ces différents producteurs de participer donc au recyclage. Au Bénin comme en Afrique, il n'existe pas encore de structure publique destinée à cette chaîne de production. Néanmoins, quelques privés y interviennent, des Béninois, mais aussi des étrangers. Ils font notamment le démantèlement. Biran Sek est un agent collecteur auprès d'un atelier spécialisé dans la téléphonie mobile. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Yaovi Kodjovi, l'un des réparateurs de sa liste de clients. Il vient collectionner les déchets qu'on a, c'est-à-dire les pièces de rechange usées qu'on n'utilise plus. Très rapidement, la moisson de Yaovi est pesée et celui-ci s'en réjouit. Avant c'était à 6 000, maintenant actuellement c'est 7 500 le kilo. Et on libère les déchets, on a encore de l'argent là, ça nous profite. Outre les réparateurs, Biran effectue sa collecte auprès des foyers ou ménages en collaboration avec des pousse-pousseurs, communément appelés Gampo Bléblé. Direction le magasin de stockage où nous attend Joachim Dakogan, l'employeur de Biran. Quand les déchets viennent, on les pèse et puis nous passons à l'atelier de tri. Constat, tout ici se fait de façon artisanale, sans contrôle. Une fois l'opération de tri achevée, place au traitement et en l'absence d'une industrie de recyclage, les déchets vont vers d'autres destinations. Après tout ce travail, à une quantité donnée, nous expédions vers l'Europe où nos partenaires se chargent de soit détruire les uns, soit de reconditionner. Aussi fait-il un plaidoyer. Ce qu'il faut voir
en dehors de l'aspect collecte et autres, c'est la protection qu'on fait de l'environnement. Donc il faut que l'État nous aide à avoir des lois, des réglementations. Pour Rogatien Biaou, auteur de manifeste sur la question, l'État gagnerait à mieux organiser cette filière. Les calculs que nous avons faits actuellement, nous pouvons avoir jusqu'à 30 000 emplois sur toute l'étendue du territoire national. La santé humaine, autant que la protection de l'environnement, n'a pas de prix. Et dans un climat de chômage, n'est-ce pas là un réel défi que d'explorer cet univers où tout se transforme? Quittons les déchets pour des produits plus sains. Assemblée générale des producteurs de soja à Boycon. Le soja est un produit bien nutritif pour l'alimentation. Gilles Danso nous en parle. Le soja, un produit à multiples vertus. Sa promotion reste une exigence. Une assemblée générale pour resserrer les rangs. Promotion du soja oblige. Vous n'êtes pas sans savoir que par rapport à la nouvelle carte de notre pays, nous sommes obligés, c'est-à-dire de reprendre un peu les choses. Donc une organisation au niveau national s'est imposée, où des anciens sont partis et des nouvelles têtes sont arrivées. Donc c'est suite à ça que nous avons dit il faut organiser une assemblée pour réorganiser aussi la fêtière nationale. Les partenaires techniques s'inscrivent dans cette bonne logique. Appuyer la mise en place des organisations paysannes et que par la suite, les dirigeants de ces organisations prennent la chose au sérieux, bien sûr après avoir mesuré les enjeux. Et simplement parce que c'est un gage qu'après le retrait de l'appui des PTF, eh bien, vous allez conduire le bateau à bon port. Et cela nous encourage à vous venir en aide sur d'autres volets de vos préoccupations, quitte à ce que, petit à petit, nous puissions vous lâcher afin que vous puissiez voler de vos propres ailes. Les participants sont venus de plusieurs régions de notre pays. Aujourd'hui, la filière dont vous êtes les leaders respectifs ici est une filière très émergente. Vous n'êtes pas sur une petite culture et vous devrez le savoir. Et je sais que vous le savez. Et fort de cela, votre mission en tant que producteur, c'est de pouvoir jouer convenablement votre partition dans cette filière-là. Vous devez pouvoir faire une démonstration de force pour montrer de quoi vous êtes capable. Et ça, c'est la responsabilité des leaders que vous êtes. Un nouveau bureau a été mis en place pour désormais conduire les destinées liées à la promotion de cette filière. Et puis le deuxième forum des jeunes du Koufo a eu lieu samedi dernier à Djakotomé, placé sous le thème de l'agriculture. La jeunesse du Koufo a reçu des soutiens de l'empereur des Ogoni et de l'ancien ministre Michel Sobossi, Henri Fachina et Évariste Zomao pour le point. Un don de 10 hectares de terre offert par Michel Sobossi et une promesse de construction de plusieurs infrastructures socio-communautaires, dont un hôpital de référence dans le Koufo, sont promis par l'empereur mondial des Ogoni. Ce sont là les cadeaux reçus par les jeunes du Koufo réunis au sein d'un forum dont le coordinateur général est Guy Fanou. Il nous faut accéder à des terres en superficie importante et opter pour la mécanisation de l'agriculture. Il faut les accompagner. Je suis du domaine de l'agriculture et en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture et de la Pêche, j'ai un domaine, j'ai dit il faut quand même que je puisse distraire 10 hectares pour ces jeunes-là, pour les accompagner. Et je souhaite vraiment, bien qu'étant le premier, que je ne sois pas le dernier, que d'autres fils du Mono et du Koufo viennent à l'appui pour que nous puissions servir de ces jeunes-là comme un exemple, comme des modèles pour d'autres jeunes. L'autre donateur est l'empereur mondial Adam Kabessi Oolobé qui invite tous les Béninois à l'unité autour du chef de l'État. Je salue d'abord l'action du chef de l'État, le président Patrice Talon. Décourage, de ne pas écouter les gens qui vont le décourager pour le laisser au beau milieu de la voie. Je remercie encore son gouvernement d'aider le président à s'en sortir dans la boue. Je suis aujourd'hui maintenant pour venir voir mes frères et mes sœurs pour voir qu'on reste ensemble, pour pouvoir cultiver l'amour ensemble, comment on va faire pour pouvoir développer
notre pays et l'agriculture. C'est très important. Je suis venu les soutenir. Les préfets du Mono et du Koufo ont remercié les donateurs tout en invitant les jeunes à s'investir dans le travail pour le développement de leur département. Eh bien, c'est sur ces images que nous mettons un thème à cette édition. Retrouvez Héloïse Winaton à 23h pour l'édition du soir. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très, très bientôt.